la France a annoncé en mai qu'elle allait rendre 12 œuvres aux héritiers d'un avocat juif, Armand d'Orville. Des œuvres achetées dans une vente publique en 1942 par le Louvre, mais qui vont être prochainement rendues. La France va aussi rendre à ses ayants droit le seul Klimt dans les collections nationales qui est au musée d'Orsay, Rosier sous les arbres. Ce sont deux exemples de restitution d'œuvres volées à leurs familles juives pendant la guerre par les nazis avec l'aide des Français pendant l'occupation. Il reste néanmoins 2000 œuvres dites musées nationaux récupération, MNR dans le jargon connu là-dessus, récupérées après la guerre. Donc il reste quand même ce nombre énorme de 2000 œuvres, plus de 75 ans après la fin de la guerre. Et alors même si la France, depuis une vingtaine d'années, a une politique plus proactive, on reste surpris de ce grand nombre d'œuvres qui n'ont pas été restituées. Pour nous en parler, David Zivie, responsable au ministère de la Culture de la mission, je cite, de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, donc 1933 avant la guerre, et auteur d'un rapport en 2018 sur cette question que je vous invite à lire, ce qui fait vraiment le tour de ce problème. Bonjour David Zivie. Bonjour. Première question, comment expliqueriez-vous, et je sais que la question est complexe, qu'il reste encore autant d'œuvres non restituées, ce qui évidemment entretient un soupçon sur la volonté réelle de la France de rendre ces œuvres volées? Bien, alors ces œuvres-là, ces œuvres que l'on appelle musées nationaux récupération, c'est ce qu'il reste de 60 000 œuvres et objets qui ont été trouvés en Allemagne, qui venaient de France, trouvés en Allemagne après la guerre et qui ont été renvoyés en France. Et 45 000 ont été restitués immédiatement après la guerre. C'est un travail important qu'on a un peu oublié. Et puis, c'est ouvert une longue période pendant laquelle, jusqu'aux années 1990 à peu près, il y a eu très très peu de recherches. La question n'était pas à l'ordre du jour. Et depuis, on a recommencé à travailler sur ces œuvres-là. Ces 2000, c'est celles qui avaient été sélectionnées au début des années 50 parmi les œuvres qui n'avaient pas été réclamées. Et ce qu'il faut savoir, d'une part, c'est que toutes ces œuvres ne sont pas nécessairement des œuvres spoliées, parce que on a, après la guerre, pris en Allemagne, ramené en France tout ce qui venait de France, y compris des œuvres qui avaient pu être vendues par des personnes qui n'étaient pas persécutées. Le marché de l'art était florissant, il y avait beaucoup de vendeurs, et donc heureusement, en tout cas, pas seulement des gens, des juifs persécutés. Mais il y a évidemment dans cet ensemble d'œuvres, beaucoup sans doute d'œuvres spoliées, et on y travaille. On travaille à la recherche, à essayer de comprendre qui étaient les propriétaires. Et ce sont aussi les dernières œuvres que nous avons dans cet ensemble. Et donc c'est aussi là que se trouvent les recherches les plus difficiles, parce que beaucoup de ces œuvres, de ces objets, il y a aussi d'ailleurs des morceaux de meubles dont il sera très difficile de retracer la provenance, mais beaucoup de ces objets n'ont pas de provenance connue. On connaît parfois un propriétaire au 19e, au début du 20e siècle, et puis on a un grand trou et on ne sait pas qui était le propriétaire en 1940. Et donc nous passons en revue ces œuvres. C'est un travail d'examen très, très minutieux qui a été lancé il y a une vingtaine d'années et relancé il y a une dizaine d'années de façon plus dynamique, où on n'attend pas l'éventuelle demande de familles de restitution. On va parfois vers les familles lorsqu'on trouve les propriétaires. C'est ça qui est plus proactif, parce que pendant des années, il fallait que les gens se signalent, il fallait qu'ils sachent un grand-père ou quelqu'un de leur famille. Oui, ça c'est un mouvement qui a été lancé il y a une dizaine d'années, 2012-2013, par le ministère de la Culture et la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, en considérant qu'on ne pouvait pas en effet attendre éternellement d'éventuelles demandes et qu'il fallait aller au-devant des familles. Et donc c'est le cas dans beaucoup des restitutions récentes. Il y a eu 11 restitutions en 2019, 24 24 objets, 11 objets, 11 œuvres donc 24 pardon en 2020. Eh bien, il s'agissait de restitutions proactives, c'est-à-dire que l'administration, les musées, le ministère sont allés chercher les familles pour leur dire voilà, vous aviez ça dans votre famille et nous devons le restituer. Donc c'est un travail évidemment long. On peut faire un certain nombre de critiques évidemment tout à fait légitimes sur ce qui a été fait ou surtout sur ce qui n'a pas été fait pendant des années. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de réticence. Il y a une question de moyens, de temps de travail. C'est un travail aussi très, très difficile. Parce que ça peut être très compliqué de retrouver les ayants droit. Alors, retrouver les ayants droit, c'est compliqué en effet parce que avec le temps, ils sont nombreux, dispersés, pas nécessairement au courant, pas nécessairement en lien avec le reste de leur famille. Et avant les ayants droit, évidemment, trouver le propriétaire, comprendre qui était le propriétaire, ça n'est bien souvent pas du
du tout facile. C'est parfois un peu plus facile pour les peintures parce qu'elles ont pu passer en vente. On peut retrouver des catalogues, des procès-verbaux de vente avant la guerre. C'est possible pour les dessins. Pour certaines pièces de mobilier, c'est très très difficile. Donc la notion même de bien spolié, de victime, évolue finalement. Alors, oui, alors j'évoquais le fait que, je crois qu'il faut toujours le rappeler, même quand on s'occupe d'œuvres d'art, la question des œuvres d'art n'est qu'une petite partie, et certains d'ailleurs, ce que je comprends, regrettent la place très, voire trop importante pour eux. Par rapport au commerce, par exemple. Par rapport au commerce, aux comptes bancaires, aux appartements et aux biens de tous les jours, aux biens courants qui ont été volés lorsque les appartements ont été pillés de fond en comble. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les œuvres d'art, eh bien, c'est vrai que la notion enfin, les catégories de spoliation et de victimes ont pu évoluer. On pense évidemment au départ au vol, au pillage, et on sait que l'armée allemande, ses différents services, dès le mois de juin 40, quelques jours après leur arrivée à Paris, vont directement chez les grands collectionneurs voler. Ils savent où ils vont, tout est repéré. Mais il y a également ce qu'on appelle au sens strict la spoliation, et les historiens ou l'analyse en considérant qu'il s'agit du vol d'apparence légale. Donc c'est l'arianisation, pour reprendre le terme nazi ou de Vichy, c'est-à-dire c'est selon la légalité de l'époque, allemande ou française, on confisque, on vend et évidemment on ne donne pas l'argent aux propriétaires. Ça c'est la spoliation. Et puis, et c'est là qu'il y a plus de flou et qu'on a pu évoluer aussi dans la qualification des faits, il y a tout ce champ un peu flou donc des ventes forcées, des ventes sous la contrainte. Le cas classique de la personne qui a besoin d'argent pour fuir, pour se cacher, pour passer une frontière, et qui vend ce qu'elle a. Et souvent l'acheteur en profite en offrant un prix bas. Il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de traces, bien évidemment. Et ces situations-là ont pu être regardées dans le temps de façon différente. Et on essaye aujourd'hui d'avoir une vision plus large de ce que peut être la spoliation et de bien également considérer que ces transactions sans trace, qui ne sont pas imposées directement par quelqu'un qui pousse le vendeur à vendre, eh bien ces transactions-là aussi peuvent être considérées comme des spoliations. Donc voilà, l'analyse, la qualification des faits évolue et s'élargit avec le temps. Il y a même un sac à phylactère qui va être rendu, qui était au musée d'art juif, qui est une histoire ancienne, mais qui va finir par être résolue. Là. Alors, ça y est, elle a été résolue. La restitution a lieu. Elle a eu lieu le 1er juillet. Il s'agit en fait d'un sac à phylactère, un sac à téphiline, un objet rituel qui a été offert en 1888 à son jeune propriétaire pour sa bar mitzvah, Élie Léon Lévy-Valencin à Alger. Et c'est un objet qui, on ne sait pas exactement tout, mais qui a été récupéré en Allemagne ou en Autriche après la guerre par l'un des grands organismes qui récupérait les objets de culte, le YIRSO, Jewish Restitution Successor Organization, qui récupérait ces objets et qui les répartissait dans les communautés juives ou aux États-Unis ou en Palestine mandataire. Puis donc en Israël. Là, il n'y a pas de spoliation, c'est quelqu'un, une ONG qui essaie de récupérer. Ça, c'est la récupération après-guerre. Mais pourquoi cet objet était en Allemagne ou en Autriche? Eh bien, on comprend qu'il a dû être volé au fils de Élie Léon Lévy-Valencin, Georges Valencin, à Paris. Son appartement a été pillé en 42 et on imagine que il avait le sac à téphiline que lui avait donné son père ou qu'il conservait pour son père qui lui était à Alger. Et donc cet objet qui est un objet très très quotidien, un objet important évidemment, un objet du culte qui fait le lien avec une famille qui remonte à beaucoup plus loin, à la fin du 19e siècle en Algérie. Eh bien cet objet était au musée d'art d'histoire du judaïsme. Et c'est descendant du petit garçon qui avait fait sa bar mitzvah a retrouvé le nom, c'est ça qui a Oui, en fait, le sac est brodé, le nom est brodé sur le sac. Léon Eliaou Lévy-Valencin à Alger 1888 en français et en hébreu, et il était exposé dans une exposition importante du musée sur les Juifs d'Algérie il y a quelques années, et en fait c'est l'arrière-petite-fille d'Élie Léon Lévy-Valencin qui a vu le nom et qui a fait la connexion. Ça correspondait à ce qu'elle savait de son arrière-grand-père et sa date de naissance et la date de sa bar mitzvah, et de là le processus de restitution a pu avoir lieu. Il a pris
un peu de temps pour des questions juridiques, car il fallait bien clarifier le statut de cet objet, mais la restitution a pu avoir lieu. Et je crois que c'est la première fois, en tout cas depuis très longtemps, et que on restitue non pas une œuvre d'art, mais un objet quotidien très particulier. Il est restitué en même temps qu'un tableau de Max Pechstein volé chez un réfugié juif allemand à Paris pendant la guerre. Donc c'est aussi intéressant de ce point de vue-là, et en tout cas ce n'était pas très commun. Il y a des salles au musée du Louvre qui sont consacrées au MNR quand même là. Oui, alors déjà dans des musées qui ont 3, 4, 5 MNR, certaines équipes scientifiques les ont rassemblés avec cette présentation dont je parlais. Et le Louvre, en fin 2017, début 2018, a ouvert plusieurs espaces consacrés à ces œuvres-là, notamment deux salles au département des peintures qui regroupent une trentaine de ces œuvres avec une explication, sachant qu'il y a aussi un certain nombre de ces œuvres qui sont répartis dans le parcours classique du département des peintures. Puis le département des sculptures l'a fait également, et au dessin, on expose par roulement l'une de ces œuvres avec également une explication sur la recherche en cours et l'impasse dans laquelle on est sur le moment, en espérant pouvoir la dépasser. Ce travail sur les œuvres spoliées aux familles juives, est-ce que ça va amener une réflexion sur les œuvres spoliées créées pendant la colonisation, par exemple? Est-ce que ça peut créer une jurisprudence un petit peu pour les musées nationaux? Alors, je ne sais pas si ça crée une jurisprudence. Ce sont des débats qui se font un peu en parallèle. La question des spoliations de la période nazie, eh bien, on en parle depuis 25 ans, et on parle de la question des biens d'origine coloniale depuis moins longtemps, même si il y a eu des débats déjà depuis les indépendances, mais c'est beaucoup plus récent. Et donc, voilà, on n'en est pas au même niveau. Les circonstances historiques sont évidemment très très différentes. On peut comparer, je pense que ça n'a pas grand sens de procéder à une imitation, mais ce sont des sujets qui se croisent en tout cas beaucoup, notamment sur le plan juridique, parce que les œuvres, qu'elles soient venues d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, ou qu'il s'agisse d'œuvres spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale ou depuis 1933, elles sont entrées dans les collections publiques, et donc elles sont protégées par le statut des collections publiques, et donc on se pose la question de comment juridiquement restituer les œuvres. Les œuvres qui sont entrées légalement dans les collections, eh bien, elles sont protégées par la loi, et donc il faut une loi aujourd'hui pour pouvoir les restituer. Donc on est dans le même cas de figure, qu'il s'agisse d'œuvres du Bénin, comme justement certaines vont être restituées bientôt, ou qu'il s'agisse d'œuvres volées en France pendant l'occupation. Donc voilà, on a des problématiques communes. Je crois qu'assez logiquement aussi, ceux qui portent aussi la question des biens d'origine coloniale, eh bien, voient ce qui s'est passé depuis 20 ans pour ce qui concerne les spoliations de la période nazie. Ils s'inspirent aussi de cette évolution. On est parti d'un moment où cette question n'était pas consensuelle. Il y a 25 ans, il y a eu des discussions assez difficiles. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez consensuel. La plupart des gens sont d'accord pour considérer qu'il faut restituer les œuvres spoliées. Et sur la question coloniale, le débat débute et il n'y a pas encore de consensus. Je vous posais cette question parce que dans votre rapport, vous semblez un petit peu redouter que cette restitution aux familles juives puisse alimenter aussi les clichés antisémites sur les juifs riches collectionneurs qui finalement obtiennent justice même très tardivement, alors que la question coloniale, ce qui a été pris pendant les colonies n'a pas été restitué. Alors oui, on évoque souvent ce risque, enfin qui existe de toute façon, même de façon indépendante de ce qui peut se passer sur du côté des œuvres d'origine coloniale. C'est vrai que c'est toujours intéressant de s'interroger sur pourquoi cette question des œuvres d'art intéresse tellement. Voilà, on en parle, on a des reportages, on a des films, des livres tout le temps. Cette question fascine, et pour de bonnes raisons, mais peut-être aussi pour de mauvaises raisons. Et certaines personnes, certains historiens, certains spécialistes de l'histoire de la Shoah, oui, sont assez prudents, un peu circonspects devant aussi toute cette activité, en disant d'une part, d'abord que ça entraîne peut-être un oubli ou une mise un peu à l'écart du gros des spoliations, donc encore une fois qui ont touché bien plus de gens, parce que peu de gens avaient des œuvres d'art. Nous n'avons pas parlé des livres, il y a énormément de livres volés et plus que d'œuvres d'art.
Donc ça met un peu dans l'ombre le reste qui est l'essentiel des spoliations. Et puis évidemment, ça contribue sans doute à renforcer des clichés, des stéréotypes sur le fait que les Juifs avaient de l'argent, avaient des œuvres d'art. Et ça donne l'impression finalement que beaucoup de Juifs, la plupart des victimes avaient des œuvres d'art. Et voilà, donc c'est là, on sait qu'on ne peut pas y faire grand-chose malheureusement. Et puis, ce que l'on peut répondre, ça n'empêchera pas ceux qui veulent penser, qui veulent se satisfaire de clichés antisémites, ça ne les convaincra pas. Mais ces objets ne sont pas que des œuvres d'art, ce sont aussi des souvenirs, des témoins du temps d'avant, de l'époque d'avant la guerre. Ce sont aussi des objets qui ont été choisis, appréciés, regardés par leurs propriétaires. Donc au-delà des œuvres d'art, on est dans le témoignage et dans la permanence et le souvenir de ces personnes-là. Donc, il semble, en plus c'est plutôt toutes les dernières ministres de la culture, c'est plutôt des femmes, sauf Franck Riester, donc aussi lui-même, ont quand même pris ça à cœur d'une façon beaucoup plus forte depuis une dizaine d'années. Il y a eu des restitutions qui ont été publiques, il y en a encore récemment avec Madame Bachelot. Il y a une volonté quand même que ce travail de mémoire soit fait, avec toutes les... Oui, avec les difficultés que pose la recherche, mais on le voit, vraiment il y a un changement dès les années 90 et puis après la mission Matteoli d'études de la spoliation des Juifs de France, qui a été aussi un moment fondateur pour notre sujet aussi, puisque certains chercheurs se sont penchés vraiment sur les œuvres d'art à ce moment-là. Et on a créé après la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, la fondation pour la mémoire de la Shoah. Et depuis cette période-là, et c'est vrai depuis une dizaine d'années, les ministres de la culture successivement se sont engagés. Tous les ministres ont eu l'occasion de faire des restitutions. On laisse toujours le choix aux familles du format, des modalités de la restitution. Donc certaines familles ne veulent pas communiquer particulièrement, mais certaines le souhaitent. Je crois que c'est aussi important d'en parler parce que, voilà, on montre qu'on le fait, mais surtout ça pousse tout le monde à faire des recherches. Également, on n'en a pas parlé, mais le marché de l'art d'aujourd'hui est concerné puisque les œuvres continuent de circuler. Donc plus on en parle, plus aussi les propriétaires et les vendeurs d'aujourd'hui vont se poser des questions sur la provenance des œuvres. Et puis ça crée un peu d'émulation. Donc oui, les ministres de la Culture ont pris ce sujet à bras-le-corps. Le Premier ministre précédent, Édouard Philippe, en a parlé dans une commémoration du Veldiv en 2018. Et la ministre Roselyne Bachelot a déjà pu à 2 reprises annoncer ou procéder à des restitutions. Et on en a d'autres, on espère, bientôt. On va rester sur ce... idée d'espoir et d'évolution effectivement de la politique française. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.